Bonjour chers amis investisseurs. Comme vous le savez, les Français sont un peuple présentant une certaine aversion pour le risque en matière de finances personnelles. Dans cette première capsule de la chaîne, nous verrons quelques raisons de dépasser sa peur d'investir. L'argent est la valeur de votre temps. Comme tous les êtres vivants, nous naissons, nous nous développons, nous nous reproduisons éventuellement, puis notre existence s'achève. C'est le cycle immuable de la vie. Notre temps est limité, ce qui fait de lui notre bien le plus précieux. Selon notre profession, la société accorde plus ou moins de valeur à notre temps. Mais c'est un marché de dupes pour chacun d'entre nous. La valeur économique de notre temps ne correspond pas à sa valeur réelle. La plupart d'entre nous sommes pour l'instant contraints d'échanger notre temps contre de l'argent. Si bien que l'argent n'est rien d'autre qu'une forme dépréciée de temps de vie que les agents économiques se transfèrent les uns aux autres. Je dis bien une forme dépréciée de temps de vie, car à l'échelle de l'individu, chaque parcelle de notre temps a une valeur infinie, puisqu'il s'agit d'une ressource extraordinairement limitée. Investir pour préserver la valeur de son temps. Jamais au grand jamais, vous ne devez permettre à qui que ce soit, ou à quelque phénomène que ce soit, de vous voler du temps de vie. Il n'y a pas de crime plus grand pour moi. Et c'est pourtant ce que fera l'inflation, si vous la laissez faire. Qu'est-ce que l'inflation ? L'inflation désigne une situation d'augmentation générale et continue des prix des biens et des services, ou de manière équivalente, une diminution persistante de la valeur de la monnaie, c'est-à-dire une diminution de son pouvoir d'achat. Cette seconde façon de considérer l'inflation permet de comprendre comment l'inflation s'y prend pour voler du temps de vie aux épargnants. L'inflation érode le pouvoir d'achat de l'argent épargné, que vous avez durement gagné en échangeant du temps de vie contre de l'argent. Tout se passe comme si une partie de votre temps de vie, passé à travailler, n'avait jamais existé. L'inflation vous a littéralement dérobé du temps de vie. Pire, elle l'a détruit, puisque vous auriez pu l'utiliser à faire des choses bien plus utiles à votre bonheur. L'inflation, c'est l'euthanasie des épargnants. La première partie de la définition de l'inflation laisse entrevoir le mécanisme par lequel le temps de vie de tous, que l'on soit épargnant ou non, est volé par l'inflation. Généralement, en période d'inflation, les gouvernements font tout leur possible pour combattre les hausses de salaire, dans le but d'éviter que cela vienne nourrir l'inflation par la demande, ce que l'on appelle l'inflation de second tour. Les gens voient leur pouvoir d'achat baisser, ce qui revient à dire que la valeur du temps de vie consacré au travail se déprécie. S'ils en ont la possibilité, ils peuvent éventuellement maintenir leur pouvoir d'achat en échangeant davantage de temps de vie contre de l'argent. Dans la suite, on s'intéressera plus spécifiquement à la préservation du pouvoir d'achat de notre épargne, puisque c'est ce qui nous préoccupe en tant qu'épargnants. La courbe située à droite sur l'écran représente l'évolution de l'inflation annuelle en France hors Mayotte de 1991 à 2020. Le tableau situé à gauche, en prenant la valeur de base 100 pour le pouvoir d'achat des Français au 31 décembre 1990,
Ce tableau montre l'évolution du pouvoir d'achat au cours du temps. De 1991 à 2020, l'inflation annuelle en France fut en moyenne de 1,5%. Donc en moyenne, de 1991 à 2020, de l'argent déposé sur un compte courant, 0% de rémunération, perdit 1,5% de son pouvoir d'achat par an, soit une perte de 36% de pouvoir d'achat en 30 ans. Quelle peut être l'évolution du taux d'inflation à l'avenir? Pour répondre à cette question, il peut être intéressant d'examiner les courbes montrant l'évolution des agrégats monétaires M1 en Europe et aux États-Unis. L'agrégat monétaire M1 regroupe les pièces et les billets en circulation, ainsi que les dépôts en compte chèque. L'agrégat monétaire M2 ajoute les comptes sur livret à l'agrégat monétaire M1. On peut voir un accroissement important de l'agrégat monétaire M1 en Europe et surtout aux États-Unis, ce qui ne devrait pas manquer de générer de l'inflation lorsque ces masses d'argent vont commencer à circuler. C'est effectivement ce qui est observé aux États-Unis. L'inflation flambe, ainsi que le prix des maisons, et même si certains, dont Jérôme Powell, prétendent qu'elle est transitoire pour ne pas avoir à augmenter les taux. Pour éviter de laisser votre épargne perdre en pouvoir d'achat, il n'y a pas d'autre choix que de l'investir. Oui, mais où? Sur le livret A? Ou sur un livret de développement durable et solidaire? LDDS, comme beaucoup de Français? À la fin avril 2021, pour ces livrets, le montant total des encours était de 467 milliards d'euros, mais il ne rapporte que 0,5%, ce qui est insuffisant pour couvrir l'inflation. Investir sur les obligations d'État n'est pas non plus une solution. Le rendement se rapprochant de zéro, il ne reste plus guère que le marché action pour essayer de conserver dans le temps la valeur de l'argent durement gagné. Revenons sur le taux d'inflation en France de 1991 à 2020, dont je vous rappelle qu'il fut en moyenne de 1,5% par an sur la période d'après l'INSEE. Sans pouvoir le prouver, nous sentons tous que l'inflation officielle calculée par l'INSEE ne correspond pas à l'inflation ressentie. Pour une même somme dépensée en supermarché, nous voyons nos caddies se vider avec le temps, etc. Une petite réflexion, dont j'ai oublié le nom de l'auteur. Les Américains sont de plus en plus forts. Il y a 20 ans, il fallait 2 personnes pour transporter 10 $ d'épicerie. Aujourd'hui, un enfant de 5 ans peut le faire. L'inflation réelle est probablement plus importante que l'inflation officielle. D'où la nécessité d'investir votre épargne pour en préserver la valeur. Même si l'opération comporte des risques, tout rendement est la contrepartie d'un risque. Voyons ce qui se serait passé si l'inflation sur la période avait été différente de l'inflation officielle mesurée par l'INSEE. Faisons un petit arrêt sur image pour bien se rendre compte des ravages de l'inflation sur l'épargne. Investir pour convertir son épargne en titre de propriété. Mis à part l'inflation,
il y a un autre danger qui menace vos dépôts bancaires. En cas de difficulté, un établissement bancaire peut s'approprier la fraction de vos avoirs dépassant 100 000 euros. Voire l'intégralité de vos dépôts peuvent disparaître lors d'une faillite en chaîne. Je vous rappelle que lorsque vous déposez de l'argent dans une banque, il ne vous appartient plus. La banque reconnaît simplement qu'elle a une dette envers vous, qu'elle s'engage à honorer à votre demande. D'ailleurs, dans leur bilan, vos dépôts figurent dans la catégorie des dettes envers le client. Le système bancaire européen est en effet fragile. Et ce n'est pas le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, FGDR, et ses 5,32 milliards d'euros soi-disant disponibles, mais qui sont également investis, qui pourront garantir ne serait-ce que les 467 milliards d'encours du livret A et du livret de développement durable et solidaire. Investir son épargne en action permet de la préserver dans une certaine mesure, puisque vous êtes en possession d'un titre de propriété. Attention, une obligation n'est pas un titre de propriété. C'est un contrat qui peut être honoré ou non. Je vous déconseille fermement d'investir sur des titres de dette, notamment ceux émis par les États, que l'on considère ironiquement comme des placements sans risque. Investir pour diversifier ses sources de revenus. Avoir plusieurs sources de revenus rend plus serein. Beaucoup se sentent vulnérables dans leur position de salarié. Ils dépendent de leur salaire et les projets de toute une vie peuvent être rapidement remis en cause du fait des problèmes financiers découlant d'une perte d'emploi. Les salariés du public ou du privé sont dans une situation de dépendance vis-à-vis de leur employeur. Ils sont contraints de tout accepter. En ayant plusieurs sources de revenus, on peut réduire ou annuler cette dépendance. Investir pour libérer du temps de vie pour faire autre chose. Le salariat ressemble de plus en plus à une forme d'esclavage moderne. Le monde est comme coupé en deux. On observe une intensification du travail pour ceux qui ont la chance d'en avoir un, tandis que d'autres en sont privés. Vous ne devez pas accepter les conditions de vie que la société a prévu de vous imposer. Peut-être même les considérez-vous comme normales à ce stade. Sortez de la matrice. Voulez-vous travailler pendant plus de 40 années, mu par la fausse promesse d'une retraite, sorte de paradis du travailleur où il ne parvient qu'au soir de sa vie, vidé de ses forces dans le meilleur des cas, tandis que d'autres n'auront même pas eu cette chance, entre guillemets. Vous devez commencer à investir le plus tôt possible, dès la première paye touchée, dans le but de devenir libre financièrement, c'est-à-dire de parvenir au stade où les revenus de vos placements sont susceptibles de remplacer ceux de votre travail. Vous cesserez alors d'échanger votre temps si précieux contre de l'argent, ou vous pourrez en réduire la quantité échangée, et vous pourrez passer davantage de temps avec les gens que vous aimez. Ils ne sont pas là pour l'éternité, et vous non plus. Vous pourrez également vous adonner à des activités qui vous plaisent vraiment. N'oubliez jamais que votre temps est votre bien le plus précieux, et que c'est après lui qu'en a la machinerie économique. Pour libérer du temps de vie, pour faire autre chose, on peut également mettre en place un système procurant des revenus et dans lequel les revenus sont décorrélés du temps de travail. C'est ainsi que certaines personnes riches le sont devenues, car enfin, quel que soit notre salaire horaire, chacun d'entre nous
dispose au maximum de 24 heures par jour à échanger contre de l'argent. Investir pour faire face à l'absence ou à l'indigence de la pension de retraite. Si tu ne trouves pas le moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras jusqu'à ce que tu meures. Warren Buffett. Cette citation pose bien le problème. Aujourd'hui en France, l'âge légal de départ en retraite est de 62 ans, mais nous pouvons faire confiance aux politiciens pour le repousser dans le temps et réduire sans cesse le montant des retraites que nous pourrions toucher. Dernière nouvelle, il semblerait que le gouvernement envisage de repousser l'âge de la retraite jusqu'à 64 ans. Quelques chiffres pour fixer les idées. En 1950, la France comptait 5,1 personnes potentiellement actives, c'est-à-dire ayant entre 20 ans et 64 ans, pour un retraité. Et rappelons que l'espérance de vie à la naissance était alors de 69,2 ans pour les femmes et de 63,4 ans pour les hommes. De plus, l'âge minimum pour percevoir une retraite complète était de 65 ans à l'époque. Autant dire que ceux touchant une retraite complète étaient peu nombreux. La plupart des Français mouraient bien avant. Mais il fallait bien, comme aujourd'hui, agiter une carotte devant le museau du travailleur pour qu'il consente à jouer le jeu du système. Dans ces conditions, équilibrer les régimes des retraites ne posait pas de problème. En 2020, il n'y a plus que 2,7 Français en âge de travailler pour financer la pension d'un retraité. Et ce nombre passera à 1,8 en 2050. Remarquez bien que je parle de Français en âge de travailler, et non pas de Français travaillant. Dans ces chiffres, on ne tient pas compte des Français privés de travail ou n'en recherchant pas. Par exemple, en 2020, il y avait un peu moins de 1,7 personnes en emploi pour un retraité. Dans l'hypothèse favorable, où le système de retraite par répartition parviendrait à être pérennisé, accepteriez-vous une perte de revenus de 50% après avoir cotisé 40 années? Avez-vous envie d'être un retraité pauvre, comme aux États-Unis, dont certains, les plus vaillants, travaillent encore à plus de 80 ans pour pouvoir payer leurs factures? Ou comme ces retraités japonais qui commettent de petits larcins pour aller en prison? En vérité, la situation est bien pire que vous ne le croyez. Il est probable que vous n'ayez pas de retraite du tout, vu l'état du pays. La France est en effet dans un état catastrophique. Et il est probable qu'elle devra demander l'aide du FMI tôt ou tard, comme le fit le Royaume-Uni en 1976. Dette française, fin mars 2021, 2739,2 milliards d'euros. Le dernier budget en excédent date de 1974. Déficit commercial français de 65,2 milliards d'euros en 2020. Pas de ressources naturelles. Pas les moyens de garder ses talents, car un manque de volonté de les payer correctement.
pas les moyens financiers de faire venir les talents de l'étranger, un système éducatif en ruine, du fait de réformes ineptes prises par des politiciens et des hauts fonctionnaires hors sol. Autant dire que ce pays est en route vers le sous-développement, hélas.